Bonjour, je vais vous présenter les enjeux de l'exploitation des grands fonds marins ou leur protection et le rôle de l'ONU dans ce processus. En effet, récemment, en juin 2023, les 193 États membres de l'ONU ont adopté un accord juridiquement contraignant sur la haute mer et la biodiversité marine après près de 20 ans de négociations enflammées. C'est un nouveau traité qui s'appelle la biodiversité au-delà de la juridiction nationale et qui est entré en vigueur tout récemment. Il porte sur la haute mer, c'est une expression qui désigne le volume de l'eau de mer situé à plus de 370 km des côtes, ainsi que le sol et le sous-sol des océans, ce qui représente 64% des océans du globe et 90% de leur volume. Et cette haute mer est essentielle sur le plan écologique car elle génère 50% de l'oxygène que nous respirons et elle absorbe 25% du gaz carbonique provenant des activités humaines. Or, dans cette zone caractérisée par un régime juridique jusque-là de liberté, l'activité humaine augmente dangereusement d'année en année. En effet, les intérêts financiers attirent les convoitises des entreprises et des États. Alors, comment protéger la haute mer? Quels enjeux actuels? Et qu'est-ce qui va peut-être changer avec ce nouveau traité? Ce traité a été adopté par la Conférence intergouvernementale sur la biodiversité marine des zones situées au-delà des juridictions nationales et il comporte 75 articles tendent à protéger la biodiversité marine, préserver l'océan des produits chimiques toxiques et des millions de tonnes de déchets plastiques qui y sont déversés chaque année, affectant dramatiquement la faune et la flore marine. En effet, si la pollution continue à ce rythme, les océans vont bientôt être complètement pollués et ce traité vise à enrayer ce processus et à atteindre l'objectif de protection de 30% de l'océan d'ici à 2030. Le précédent traité en vigueur sur la mer, c'était le traité du droit de la mer de 1982 de l'ONU qui met en place le droit de la mer. Or, aujourd'hui, il y a dans le sous-sol des fonds marins, il y a beaucoup de matériaux qui attirent les convoitises des entreprises, notamment les nodules polymétalliques, riches en manganèse, cobalt, cuivre et nickel, et aussi les sulfures hydrométalliques, qui sont convoités car ils sont riches en cuivre, en fer, en zinc, en argent et en or. Et tous ces dépôts métalliques dans les fonds marins sont convoités parce que c'est des métaux qui rentrent dans la composition des puces électroniques, des téléphones portables, des ordinateurs portables, dans tout ce qui est électronique. Donc, le nouveau traité adopté par l'ONU est important parce qu'il permettra de créer des zones protégées dans lesquelles le forage sera interdit. De plus, l'UNESCO, depuis 2022, l'UNESCO, dont l'une des compétences est la science, a lancé un programme pour viser à cartographier au moins 80% des fonds marins, car jusqu'à présent, une grande partie des fonds marins ne sont pas du tout connus encore ni cartographiés. Aujourd'hui, le nouveau traité est entré en vigueur en septembre 2025 et actuellement, il y a 73 États qui l'ont ratifié. Et il prévoit de mettre en place des réunions régulières qu'on appelle des COP océans. Et le but est de créer un moratoire sur le forage industriel dans les fonds marins et un code minier pour réglementer l'exploitation minière des océans. Mais pour l'instant, ni l'un ni l'autre n'ont été mis en place. Et en tout cas, l'ONU ainsi que les ONG qui sont affiliées à l'ONU, comme l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, et d'autres comme les Amis de la Terre ou d'autres encore, WWF, font pression sur les grandes puissances et sur les grandes entreprises pour qu'elles respectent l'idée de ne pas forer dans les fonds marins et respectent la biodiversité. En effet, aux États-Unis et au Canada, des grandes multinationales comme l'entreprise minière The Metal Company voudraient commencer les forages à présent. Récemment, une conférence s'est tenue à Nice en juin 2025, il y a un an. La troisième conférence des Nations Unies sur les océans, elle a été organisée par la France avec le Costa Rica et plus de 120 États y ont participé, ainsi que des milliers de scientifiques, des représentants d'ONG et des acteurs économiques. On voit que les États se répartissent en deux groupes par rapport à cet objectif de protéger les océans. La France, comme le Costa Rica, la Nouvelle-Zélande et d'autres, sont très en pointe pour protéger l'océan, la haute mer, alors que d'autres États, des grandes puissances comme les États-Unis, veulent l'exploiter.
Mais aujourd'hui, une notion récente est apparue et apparaît prometteuse pour défendre cet impératif de protection de la nature et notamment de la haute mer. C'est la notion de droit de la nature. C'est une des évolutions les plus novatrices et les plus profondes du droit international environnemental contemporain. Comme le souligne la juriste Marine Calmé dans son ouvrage Droit de la nature, cette approche vise à rompre avec la tradition juridique occidentale classique fondée sur une vision anthropocentrée et utilitariste du vivant. Et cette idée de droit de la nature repose sur l'idée que les écosystèmes, les fleuves, les océans, les forêts ou encore les espèces vivantes possèdent une valeur intrinsèque et doivent pouvoir bénéficier d'une protection juridique propre, indépendamment de leur utilité économique. Un des premiers pays à l'avoir mis en vigueur, c'est l'Équateur, pionnier mondial en la matière, avec sa constitution adoptée en 2008 sous la présidence de Rafael Correa, qui reconnaît les droits de la terre-mer, mais aussi en Colombie, où la Cour constitutionnelle a reconnu en 2016 le fleuve Atrato comme sujet de droit afin de lutter contre les ravages environnementaux provoqués par l'orpaillage illégal et la pollution au mercure. De même, en Nouvelle-Zélande, après plus de 150 ans de revendications du peuple maori Wanganui Iwi, le Parlement a adopté en 2017 une loi reconnaissant une personnalité juridique au fleuve Wanganui. Et cette dynamique s'étend désormais bien au-delà de l'Amérique latine et de l'Océanie. Elle touche même l'Europe, puisqu'en Espagne, le Parlement a adopté en 2022 une loi historique accordant une personnalité juridique à la lagune du Mar Ménor, la plus grande lagune d'eau salée d'Europe, située en Murcie, et qui a été victime d'une pollution massive liée à l'agriculture intensive, aux nitrates et à l'urbanisation touristique. De même, pour parler d'un autre continent comme l'Asie, en Inde, la haute cour de l'Uttarakhand a reconnu en 2017 une personnalité juridique au Gange et à la Yamuna, deux fleuves sacrés profondément menacés par les pollutions industrielles, urbaines et plastiques. Donc, tous ces éléments peuvent amener des espoirs, des points positifs. Donc, ce nouveau traité adopté à l'ONU constitue une avancée importante du droit international de l'environnement, une des plus importantes depuis plusieurs décennies. Et avec la notion de droit de la nature, cela peut encore plus avoir de poids et amener à la création d'aires marines protégées en haute mer. Le temps presse puisque des entreprises sont prêtes à forer si rien n'est fait. Donc, l'efficacité du nouveau traité de l'ONU dépendra désormais du rapport de force, de la volonté des États et de l'action de pression des militants et des associations pour mettre réellement en œuvre les engagements pris et garantir une protection effective des écosystèmes marins pour les générations futures. Je vous remercie.